Mes chers compatriotes, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo par respect aux milliers de personnes qui me font l'honneur de me suivre et de m'accompagner dans mon combat au quotidien et qui m'ont interpellé suite à mes dernières prises de position par rapport à la crise post-électorale au Gabon. J'aimerais avant toute chose dire que la situation qui prévaut au Gabon est assez complexe. Et dans cette complexité, j'ai essayé tout d'abord au départ de garder une certaine neutralité et donc de pouvoir faire une analyse assez objective, sans prise de parti. Mais au fur et à mesure de mes analyses que j'ai essayé de partager avec vous, il s'est rendu compte qu'in fine, la balance a pesé d'un côté que de l'autre. Beaucoup de personnes me disent comment est-ce que je peux soutenir Ali Bongo alors que je condamne Paul Biya. Je ne vois aucune similitude entre M. Ali Bongo et Paul Biya. D'abord pour la simple raison que la majorité des personnes au Gabon et à l'extérieur jugent M. Ali Bongo au travers de l'histoire de son père Omar. Alors on vous parlera de l'empire Bongo, de 50 ans de règne des Bongo, et pourtant je n'ai pas, vous comprenez donc le fondement analytique des milliers de personnes ne cadre pas au mien. Parce que là où les gens regardent l'empire et la famille Bongo, moi je vois un individu, monsieur le président Ali Bongo, face à son destin. Parce qu'en politique, il n'existe pas des liens de familiarité, de liens de parentalité. Il existe des individus face à leur idéologie, face à leurs croyances, face à leurs convictions politiques. Donc, ceci étant, je pense donc que M. Ali Bongo a tous les droits, comme n'importe quel citoyen gabonais, d'être président de son pays sans avoir à souffrir de porter le nom de son père. Et c'est ici le lieu pour moi de me désoler du fait que pendant la campagne électorale, alors que M. Ali Bongo livrait une campagne propre en allant, faisant la campagne de proximité, du porte-à-porte pour pouvoir convaincre un certain électorat, l'opposition se limitait à livrer des discours du genre « on en a marre de l'empire Bongo, 50 ans de règne des Bongo, on n'en peut plus ». Et c'est ici le lieu d'interpeller l'opposition camerounaise pour dire ce genre d'argument futile ne fait pas gagner les élections. Parce que si l'opposition camerounaise aura comme argument en 2018 34 ans de Biya, c'est trop c'est trop, Biya Mosgo, ce ne sera pas avec ce genre de propos que nous gagnerons les élections. L'opposition gagnera les élections parce qu'elle convaincra un certain nombre d'électorats. Donc, il faut savoir que il faut éviter la propagande médiatique qui consiste à stigmatiser, à noircir, à dépeindre une personne quand on ne l'aime pas. D'autant plus que, comme je l'ai déjà dit au lieu de me répéter, aux États-Unis, personne n'a jamais parlé de l'empire Bush, malgré le fait que Bush père et fils ont pris le pouvoir, et personne ne parlera de l'empire Clinton, de même qu'au Canada, personne ne parle de l'empire Trudeau. Donc c'est pour dire que dans toute démocratie au monde, aucune loi n'interdit à un fils de président de briguer à la présidence de son pays, et c'est le lieu ici de répondre à ceux qui me demandent si est-ce que Franck Biya peut devenir président au Cameroun, pour leur dire oui, c'est pas à moi de décider qui peut devenir président au Cameroun ou pas. Je sais qu'il y a une certaine opinion au Cameroun qui voudrait que les personnes originaires de telle tribu ne peuvent pas prendre le pouvoir, telle personne, telles que les femmes ne peuvent pas prendre le pouvoir, telle catégorie de personnes. Je pense que ce genre de débat futile consiste juste à distraire l'opinion. Ce sont des débats qui sont vraiment sans objet, sans importance, d'autant plus que chaque citoyen d'un pays a le droit de pouvoir briguer la magistrature suprême tant qu'il est élu au suffrage universel. Alors maintenant, quant aux accusations de fraude qui pèsent contre Ali Bongo, je n'ai vraiment aucun élément, comme je l'ai déjà dit, pour confirmer ou infirmer. Peut-être effectivement qu'il a fraudé. Mais ce qui me désole, c'est que la base sur laquelle on se fonde pour dire qu'il a fraudé, c'est-à-dire un pourcentage assez élevé de votants dans son village, soit dit, ce qui me désole, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont en train de nous présenter cela, un pourcentage élevé de vote dans un village, comme étant un élément probant de fraude de M. Ali. Pourtant, nous avons eu les mêmes chiffres en Côte d'Ivoire en 2011.
C'est-à-dire que dans le nord de la Côte d'Ivoire, on a eu les chiffres qui faisaient, on avait eu des chiffres qui donnaient Alassane Ouattara vainqueur avec les 96%, 98% dans certaines régions, dans certains villages dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et en ce moment-là, face à M. Laurent Gbagbo qui contestait cette élection et qui demandait à ce qu'on recompte les voix, personne ne l'a écouté et on a estimé, même l'opinion internationale a estimé qu'il n'y avait pas nécessité, y compris M. Ping aujourd'hui qui réclame le recomptage des voix pour lui, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Et ces chiffres-là, cette année-là, personne ne nous avait présenté ces chiffres comme faisant partie d'une fraude probante. Personne ne nous disait en ce moment-là que gagner les élections dans une zone avec 96% de voix est une tricherie. Je ne comprends donc pas aujourd'hui qu'on nous présente les mêmes éléments pour nous confirmer que c'est un élément de preuve. Vous comprenez que je refuse d'avoir une indignation sélective. Je refuse de m'indigner pour X et de ne pas m'indigner pour Y. Ce qui était valable en Côte d'Ivoire hier devrait être valable aujourd'hui au Gabon. Donc, à partir de ce moment-là, je refuse de suivre la masse médiatique qui aujourd'hui tend à stigmatiser, à noircir, à dépeindre M. Ali Bongo et quand on a posé les choses de cette façon-là, vous comprenez qu'il ne me reste plus grande chose à reprocher à M. Ali Bongo. Parce que même, quand bien même la fraude serait prouvée, il a aussi été prouvé que M. Ping a triché, ou qu'il a tenté au moins de le faire. Les harkeurs, il a loué les services d'un harkeur. D'ailleurs, M. Alassane Ouattara s'est senti obligé de limoger son conseiller personnel qui a été attrapé au Gabon en train d'aider M. Ping dans les malversations, dans la fraude durant les élections. Donc maintenant, si on est dans une compétition de qui est fraudeur plus que qui, je pense que M. Ping n'est pas exempt de la tricherie. C'est aussi un fraudeur. Et si encore la fraude de M. Ali reste encore à démontrer, la fraude de M. Ping a déjà été démontrée et prouvée aux yeux du monde. Ce qui est encore désolant, c'est que même l'opacisme de M. Ping ne me permet pas de le soutenir. Et encore, même ceux qui sont dans la rue au Gabon en train de se battre ont honte d'assumer qu'ils se battent pour M. Ping. La preuve, eux-mêmes vous disent que nous ne nous battons pas pour M. Ping. C'est pour dire qu'eux-mêmes n'arrivent pas à assumer leur choix. Quand ils vous disent, nous ne nous battons pas pour M. Ping, nous nous battons pour le changement. Mais seulement le changement incarné par M. Ping. Donc si on se bat pour le changement, pour porter M. Ping au pouvoir, par ricochet, on se bat pour M. Ping. Donc vous comprenez, donc c'est eux-mêmes qui sont en train de se battre pour le moment pour M. Ping, n'arrivent pas à l'assumer, c'est qu'il y a anguille sur roche. Et donc, in fine, je pense qu'il faut éviter de comparer les situations qui ne sont pas comparables. Le cas du Gabon ne ressemble en aucun cas au cas du Cameroun. Et les opposants camerounais devaient tirer les leçons de ce qui se passe au Gabon pour savoir qu'on ne gagne pas une élection avec les propagandes de Biya Mosgo, 34 ans au pouvoir, on en a marre. Il faut convaincre une certaine électorat. Les jeunes ne s'intéressent plus à la politique dans nos pays. Les jeunes ne votent pas. Les jeunes ne vont pas parce qu'ils n'ont même pas confiance aux opposants. Et c'est même d'ailleurs le lieu pour moi d'affirmer que je ne suis pas sûre que M. Biya triche toujours systématiquement aux élections au Cameroun. En a-t-il réellement besoin? Donc, il faut aux opposants qui sachent qu'être opposant n'est pas une garantie systématiquement de pouvoir gagner une élection. Et d'ailleurs, la vie politique dans un pays ne se réduit pas aux élections. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi dans nos pays, on réduit tout, on tourne toute la vie politique aux élections. La vie politique se passe avant, après et pendant les élections. Et on a donc généralement une opposition absente de la scène politique avant les élections et on ne les sent qu'à la veille des élections avec des campagnes, avec des propagandes qui finalement ne convainquent personne. Si on prend par exemple le cas de l'opposition au Cameroun, l'opposition camerounaise est complètement absente de terrain. On ne les sent pas, on ne les entend pas, on ne les écoute pas, on ne les connaît même pas. Mais à la veille des élections, on vous parlera de 20 candidats, de 100 candidats qui s'opposent à M. Biya. Et maintenant, le citoyen lambda se lèverait pour aller voter un X ou un Y par rapport sur quelle base, sur quel fondement. Donc, je pense que c'est le lieu ici
pour les opposants camerounais de tirer les leçons de ce qui se passe au Gabon, pour savoir qu'il faut pouvoir convaincre l'électorat si on veut gagner les élections. Et pour moi, le plus important dans nos pays en Afrique, ce n'est pas de se fixer sur les individus, mais sur la constitution. Nous avons besoin des constitutions, des institutions fortes et solides auxquelles les aspirants au pouvoir doivent, et les détenteurs du pouvoir doivent se soumettre. Ça veut dire quoi par exemple? Ça veut dire que les personnes qui sont détenteurs du pouvoir dans nos pays ne doivent pas s'octroyer le droit de modifier la constitution comme ce fut le cas au Cameroun. Le peuple doit être prêt à réagir, la société civile aussi, et l'opposition doit être prête à réagir à chaque fois qu'il y a tentative de manipulation de notre constitution, de manipulation de notre code électoral. Et d'ailleurs, avant d'aller aux élections, il faut pouvoir veiller à ce que le code électoral soit propice avant d'aller, parce que c'est un jeu. Et avant d'aller jouer, il faut fixer les règles du jeu en amont et être sûr que ces règles du jeu sont claires et avant d'aller jouer. Donc, pour moi, il faut lutter pour que les institutions africaines soient solides, pour que les institutions africaines soient un fondement vraiment démocratique, puisque la démocratie s'accorde mal du désordre, la démocratie s'accorde mal de l'anarchie. Donc nous avons besoin d'abord en Afrique des institutions fortes auxquelles les détenteurs du pouvoir, et au risque de me répéter, sont obligés de se soumettre aussi bien que les personnes qui aspirent au pouvoir. Parce que sans loi, sans institutions solides, nous ne pouvons pas parler de démocratie. C'est d'abord un prérequis important avant de se fixer sur les hommes. Quand les institutions sont fortes, maintenant les noms ne sont plus importants, les individus ne sont pas importants parce que les institutions doivent être au-dessus de tous les individus. Merci beaucoup, je vous en remercie.